président Gérard Larcher en déplacement à l'étranger. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat, sur le site internet du Sénat et sur Facebook. Au nom du bureau du Sénat, j'appelle chacun de vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges l'une des valeurs essentielles du Sénat, le respect, qu'il s'agisse du respect des uns et des autres ou de celui du temps de parole. La parole est à Madame Sylvie Vermeillet pour le groupe Union centriste. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, jeudi dernier, le Président de la République a annoncé les mesures qu'il souhaitait mettre en œuvre à l'issue du grand débat national. Ajouté à la suppression intégrale de la taxe d'habitation et aux mesures prises en décembre dernier, la baisse prévue de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes et la réindexation des plus petites retraites portent la facture à plus de 25 milliards d'euros. Le chef de l'État a esquissé quelques pistes de financement, évoquant pêle-mêle l'abrogation de certaines niches fiscales aux entreprises, un allongement de la durée de cotisation ou encore, du bout des lèvres, la réduction des dépenses publiques. Mais nul ne sait très bien aujourd'hui selon quelle méthode et quelle ventilation. Quelle niche fiscale allez-vous raboter ou supprimer? Le taux réduit de TVA sur les travaux de rénovation sera-t-il concerné? Quid de l'exonération d'impôt sur les sociétés des organismes d'HLM et des dérogations en faveur du mécénat? Au titre des économies budgétaires qui ne sont jusque-là supportées que par les seules collectivités locales, le Président de la République semble surtout miser sur les taux artificiellement bas de la Banque centrale européenne. Par pur optimisme budgétaire, Bercy dégrade ainsi ses prévisions monétaires pour se ménager plusieurs milliards de réserves budgétaires. Monsieur le Premier ministre, la situation préoccupante de nos finances publiques exige beaucoup plus et beaucoup mieux. Pouvez-vous nous indiquer quel sera l'effort budgétaire de l'État, à quelle hauteur et dans quel ministère? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci Madame la Présidente, Madame la sénatrice Vermeillet. Merci pour votre question qui me permet d'aborder effectivement, vous l'avez noté, le financement et la manière dont nous allons mettre en œuvre les mesures annoncées par le Président de la République. Ces mesures, vous l'avez souligné, sont des mesures importantes. Elles viennent s'ajouter aux mesures annoncées le 10 décembre dernier avec l'augmentation de la prime d'activité, avec la diminution du taux de CSG payé par un grand nombre de retraités ou encore avec l'exonération des heures supplémentaires. Nous avons comme objectif, d'ici le 1er janvier 2020, la mise en œuvre d'une baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros, la réindexation des pensions de retraite de moins de 2 000 € sur l'inflation et au 1er janvier 2021, la réindexation de toutes les pensions de retraite. Nous avons fait la démonstration au cours des années précédentes de notre capacité à la fois à tenir les engagements européens. Je pense notamment au fait que pour la deuxième année consécutive, 2018 s'est terminé avec un déficit public inférieur à 3% et égal à 2,5%, soit à 0,2 points de moins que les prévisions du PLF pour 2018. Je pense aussi au fait que 2018 s'est caractérisé, et c'est une première dans notre histoire contemporaine, par une diminution en volume de la dépense publique à hauteur de 0,3%, à la fois par un pilotage extrêmement strict des dépenses de l'État, par la maîtrise de l'augmentation des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales à hauteur de 0,7% et par une amélioration des comptes sociaux de 4 milliards d'euros par rapport à 2017. Le Premier ministre et le Président de la République ont indiqué que pour financer les nouvelles mesures, nous procéderions de deux manières. La première piste consiste à dégager des économies budgétaires sur la dépense publique. Nous l'avons fait en 2018 et nous pouvons à nouveau le faire en 2019 et en 2020. La seconde vise à réexaminer un certain nombre de niches fiscales dont bénéficient les entreprises, avec une première précaution qui est de ne pas toucher aux niches fiscales qui garantissent la compétitivité des entreprises et l'emploi. Nous aurons à débattre de cela d'ici au mois de juin, en juillet à l'occasion du débat d'orientation sur les finances publiques, et nous serons particulièrement à l'écoute, Madame la sénatrice, des propositions des parlementaires en la matière. Madame Vermeillet, vous disposez de 15 secondes pour une réplique.
Je crois que redonner du pouvoir d'achat était un préalable indispensable, mais il s'agit maintenant de redonner la confiance pour que ce pouvoir d'achat dope l'économie française et ne se dissimule pas en épargne. Pour redonner la confiance, il faut que l'État montre l'exemple, qu'il prouve qu'il a la volonté de faire des économies et qu'il les fasse. Je crois que c'est à vous d'ouvrir la marche, parce que sinon nous allons tous la rater. La parole est à Monsieur Didier Rambaud pour le groupe La République En Marche. Madame la Présidente, chers collègues, ma question s'adresse au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, lundi, 4 individus étaient mis en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour association des malfaiteurs terroristes criminels. Ils préparaient une attaque prochaine extrêmement violente sur nos forces de l'ordre à brève échéance. 3 d'entre eux seraient connus pour des faits de droit commun. Le dernier, un mineur, aurait déjà été condamné à de la prison pour avoir cherché à se rendre en Syrie. Je sais que vous ne pourrez pas nous donner plus de détails sur cette affaire confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure. Mais je veux ici saluer le travail de nos forces de l'ordre et de nos services de renseignement qui ont permis de déjouer avec brio ce projet d'attentat contre les leurs. C'est le 58e attentat déjoué depuis 2015. À travers la police française, c'était une fois encore toute une nation qu'il visait. Dans un contexte de forte sollicitation, nos services de renseignement et l'ensemble de nos forces de sécurité demeurent fortement mobilisés pour prévenir de nouveaux drames humains. Ils le sont depuis les terribles attentats de 2015 qui ont suscité un renforcement de notre dispositif de sécurité intérieure. Si son utilité était encore à prouver, le projet d'attentat déjoué vendredi dernier démontre une nouvelle fois son efficacité. Cet épisode vient surtout nous rappeler que la menace terroriste reste toujours présente et qu'elle nous concerne toutes et tous, pas seulement en France, mais également à l'étranger. Et nous pensons aux attaques perpétrées à Christchurch en Nouvelle-Zélande, mais également à Colombo au Sri Lanka. Le terrorisme n'a pas de frontières et nous sommes tous concernés. Monsieur le ministre, face à cette menace terroriste toujours bien réelle, et même si le risque zéro n'existe pas, pouvez-vous nous dire si nous sommes dans cette lutte mieux armés qu'hier et nous préciser les moyens mis en œuvre pour renforcer la lutte contre ce fléau. Merci. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, donc, vous avez raison de rappeler que il y a vendredi, pour être précis, ont été interpellés 4 individus, un mineur et 3 majeurs, qui s'apprêtaient à commettre une action violente à l'arme automatique et nous avions de bonnes raisons de penser que le passage à l'acte pouvait se faire à brève échéance et donc sur autorisation bien évidemment instruction du parquet de Paris, ces individus ont été interpellés. Vous comprenez que je ne peux pas vous en dire plus, mais répondre précisément à votre question, d'abord sur la nature de la menace. Oui, la menace existe toujours, elle a une forme endogène avec des individus qui peuvent être présents sur le territoire et passer à l'acte en répondant à la propagande de Daesh. On a vu encore que Al-Baghdadi a diffusé ces jours derniers, hier, une vidéo, et donc il faut être extrêmement attentif. Le dispositif qui est mis en place, qui a été mis en place sous le quinquennat précédent et puis renforcé par le président de la République, par le Premier ministre, vise à faire en sorte que l'ensemble des services de renseignement travaillent ensemble sous la coordination de la Direction générale de la sécurité intérieure. L'ensemble des individus connus pour radicalisation sont suivis en renseignement. Je tiens à saluer également le travail qui est effectué dans l'administration pénitentiaire avec le service du renseignement pénitentiaire et l'ensemble des services échangent des informations sur les objectifs pour s'assurer que tous sont bien pris en compte et suivis. Je tiens à préciser naturellement que les moyens mis à disposition des services ont été renforcés. Ils le seront encore cette année où la DGSI voit son budget augmenter de 20 millions pour des dispositifs techniques de renseignement, dispositifs humains qui est renforcé avec des recrutements de plus de 1900 personnes au total sur le quinquennat dans les services de renseignement et le dispositif juridique, vous l'avez souligné, avec la loi SILT bien évidemment. Vous rassurez également, ce dispositif y fonctionne puisque ces individus n'étaient pas connus que pour des faits de droit commun. Ils étaient aussi suivis au titre de la radicalisation et c'est dans le cadre de ce dispositif dont je viens de parler qu'ils ont été détectés puis judiciarisés. Donc c'est-à-dire que les services de renseignement ont décidé de les poursuivre pour association de malfaiteurs en vue de commettre une entreprise terroriste. Voilà ce que je pouvais vous apporter comme élément de réponse en remerciant et félicitant à mon tour ceux qui ont été mes anciens collaborateurs. Je veux saluer donc l'ensemble des effectifs de la Direction générale de la sécurité intérieure qui, sous l'autorité d'abord du directeur général puis ensuite du parquet de Paris, ont fait un travail remarquable qui a permis de déjouer le 58e attentat. Merci. La parole est à Madame Mireille Jouve pour le groupe Rassemblement démocratique et social européen.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, dans le cadre de la restitution du grand débat, le président de la République a fait part de sa volonté de mener 2 réformes visant à favoriser l'apprentissage des fondamentaux à l'école. La première consiste, au sein du réseau d'éducation prioritaire, dans l'extension aux grandes sections de maternelle du dispositif de dédoublement des classes actuellement mis en œuvre pour les CP et CE1. La seconde, hors des REP, tend à plafonner à 24 élèves les effectifs des classes au sein de ces 3 mêmes niveaux d'enseignement. Ces mesures ont vocation à être déployées sur l'ensemble du territoire d'ici la rentrée 2022. Monsieur le ministre, nous nous en félicitons. Les efforts consentis sont tout à fait opportuns. Toutefois, à l'instar de l'abaissement de l'âge de la scolarité obligatoire à 3 ans, nous constatons que ces nouvelles évolutions engagent certainement autant nos communes que l'État. D'après les chiffres communiqués par vos services, le déploiement de la première mesure nécessitera la création de 6 000 classes supplémentaires, quand la seconde requerra de 3 000 à 5 000 nouvelles classes. Une classe supplémentaire, c'est un enseignant supplémentaire, mais pas uniquement. Ce sont aussi des personnels municipaux et surtout des locaux municipaux supplémentaires. Monsieur le ministre, notre Haute Assemblée a débuté ce jour en commission l'examen du projet de loi pour une école de la confiance. Il y sera notamment question du soutien financier de l'État aux communes dans le cadre de l'abaissement de l'âge de la scolarité obligatoire et de l'évolution du forfait communal alloué aux établissements privés sous contrat. Le dimensionnement de ce soutien fait largement débat auprès des maires. Monsieur le ministre, l'annonce du 25 avril dernier a fait naître de nouvelles inquiétudes dans leurs rangs. Pouvez-vous nous apporter des premiers éléments de réponse? Y aura-t-il un accompagnement financier significatif des communes, et ce alors que 17 milliards d'euros de nouvelles mesures fiscales vont venir grever le budget de l'État? La parole est à Monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Mireille Jouve. Les annonces du Président de la République concernant l'éducation dans sa conférence de presse consacrent une étape fondamentale dans l'histoire de l'éducation nationale. Parce qu'elle consacre le rôle de l'école comme vecteur de lutte contre les inégalités sociales. À ce titre, la mesure que vous avez rappelée de dédoublement des classes en grande session de maternelle dans les territoires prioritaires et dans les quartiers prioritaires vient amplifier l'action qui est menée par Jean-Michel Blanquer depuis 2 ans et qui a conduit à dédoubler les classes en CP et en CE1 dans les REP et REP+. Et nous voyons dès aujourd'hui les effets produits sur les élèves dans ces territoires. C'est des apprentissages des fondamentaux plus rapides et c'est de la lutte contre les inégalités sociales. Nous poursuivons avec les grandes sections de maternelle. Mais ces annonces, elles consacrent aussi le rôle de l'école comme vecteur d'égalité des territoires. Et les mesures sont très importantes. Vous en avez rappelé une qui est le plafonnement à 24 élèves par classe dans toutes les écoles pour les CP et CE1. C'est une mesure importante qui fait écho, je crois, à beaucoup de débats que nous avons eus ici, que ce soit pendant les questions au gouvernement ou d'autres textes, où un certain nombre d'entre vous sont intervenus pour donner des exemples d'écoles de leur territoire qui n'est pas un territoire en quartier prioritaire avec un grand nombre d'élèves par classe. Nous plafonnons à 24 élèves par classe à l'avenir. C'est une mesure d'égalité des territoires. Je veux aussi insister, puisque vous avez parlé des élus, vous n'avez pas rappelé une mesure qui est très importante, qui est l'absence de fermeture d'écoles à l'avenir pendant ce quinquennat sans accord du maire. C'est aussi une mesure d'égalité des territoires. C'est aussi une manière de remettre l'élu, le maire, au centre du jeu. Il y a eu ces 6 dernières années 2000 fermetures d'écoles entre les ouvertures et les fermetures, 2000 nettes. Nous mettons fin à ces fermetures sans accord du maire. C'est une mesure qui est extrêmement importante. Pour le reste, je veux rappeler que sur l'abaissement de la scolarité à 3 ans, des compensations sont intervenues, ont été annoncées et seront déployées pour les communes. Ça a déjà été annoncé par Jean-Michel Blanquer. Ça fait un certain nombre de débats d'ailleurs dans les 2 sens et je suis sûr que ces débats continueront dans le projet de loi sur l'école de la confiance. Je pense qu'il faut se réjouir de ces annonces parce que je pense que ce qui peut nous rassembler toutes et tous ici, c'est bien cette question de l'apprentissage des fondamentaux. C'est bien que beaucoup se joue dès le plus jeune âge pour l'ensemble des enfants de notre pays, pour la lutte contre les inégalités et l'égalité des territoires. Et je pense que ce sont de beaux débats qui continueront pendant le projet de loi sur l'école de la confiance. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Éric Bocquet pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues.
Dans la révision générale annoncée des niches fiscales accordées aux entreprises, vous annoncez maintenir en l'état le crédit d'impôt compétitivité emploi ainsi que les crédits d'impôt recherche afin, dites-vous, de créer des emplois. Une politique qui n'a pas donné les résultats escomptés alors que le CIR existe désormais depuis plus de 30 années. Ce choix a un coût pour nos compatriotes, 42 milliards d'euros pour le CICE et 6,2 milliards pour le CIR pour la seule année 2019. La France est championne d'Europe des aides publiques à la recherche et développement aux entreprises, sans résultat probant vis-à-vis de nos voisins. Pour financer ces aides, vous coupez dans les dépenses publiques, utiles à tous. Selon l'OFCE, l'effort s'élève à plus de 20 milliards d'euros. La transformation en allègement de cotisations va mettre en péril le financement et le fonctionnement de notre système de protection sociale. Si ces dépenses créaient de l'emploi, aidaient en priorité les petites et moyennes entreprises, soutenaient les artisans de nos territoires, nous pourrions porter un regard bienveillant. Et pourtant, cette ponction d'argent public n'a qu'un effet très limité sur l'emploi et profite d'abord aux plus grandes entreprises. De même, le crédit d'impôt recherche est-il de plus en plus utilisé comme un levier par les grandes multinationales pour faire financer la recherche par l'État français et transférer ensuite, dans beaucoup trop de cas, leur production dans des pays à bas coût. Je vous sais féru de musique et de rock, Monsieur le Premier ministre. Je vous laisse méditer ces paroles de Kurt Cobain. Une idéologie est un système de pensée cohérent avec lui-même, mais non avec la réalité. Fin de citation. Alors pourquoi, Monsieur le Premier ministre, vous obstinez-vous à maintenir de telles mesures injustes et inefficaces? La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bocquet. Monsieur le sénateur, vous ne serez pas surpris si je vous dis que nous ne partageons pas votre constat sur deux points. Le premier point concerne le CICE pour deux raisons. D'abord parce qu'à compter de cette année, 2019, le CICE n'est plus un crédit d'impôt. Nous l'avons transformé en allègement pérenne de cotisations payées par les entreprises. Et c'est la raison pour laquelle, en 2019, le coût pour les finances publiques s'élève à 40 milliards d'euros, puisque vous savez aussi que nous soldons le crédit d'impôt dû au titre de l'année 2018. Nous considérons que le crédit d'impôt créé en 2013, dont la pérennisation sous forme d'allègement de cotisation avait été annoncée dès 2016, mais dont la pérennisation a été finalement actée en 2019, est un outil utile pour préserver l'emploi et pour améliorer la compétitivité des entreprises. Concernant le crédit d'impôt recherche, nous considérons aussi que c'est un outil particulièrement efficace pour permettre le maintien de la compétitivité, le développement de programmes de recherche dans les entreprises et ainsi permettre à l'industrie française et à l'économie française d'être plus forte sur la scène internationale comme sur la scène européenne et y compris sur le territoire national. Nous avons dit à l'occasion des différentes annonces, d'abord par le président de la République, hier par le Premier ministre, que nous allions examiner un certain nombre de niches fiscales, celles dont bénéficient les entreprises, à l'exception de celles que j'ai évoquées, quelle que soit la nature du CICE, et avec un souci majeur qui est de préserver la compétitivité. Nous ne toucherons pas aux niches fiscales des ménages, celles qui donnent du pouvoir d'achat, celles qui accompagnent la rénovation thermique, celles enfin qui permettent aussi l'emploi, notamment de salariés à domicile. Une grande partie des mesures a déjà été financée, celles annoncées le 10 décembre à hauteur de 10 milliards d'euros. Les autres, qui représentent environ 7 à 8 milliards d'euros, seront financées à la fois par des économies sur la dépense publique et par la révision des niches que je viens d'évoquer. Nous le ferons en maintenant notre trajectoire budgétaire, nous le ferons en maintenant et en respectant les engagements pris par le président de la République pour améliorer le pouvoir d'achat des Français et nous le ferons avec le Parlement et comme je disais à Madame Vernier, nous attendons toutes les propositions. Je termine Madame la Présidente en vous disant Monsieur Bocquet dans un clin d'œil que j'ai cru comprendre au sourire du Premier ministre qui en citant Kurt Cobain, c'était un choix plutôt de bonne aloi et peut-être même que d'une certaine manière vous lui avez fait connaître une forme de nirvana. Monsieur le sénateur Bocquet, vous disposez de 18 secondes pour une réplique. Oui, vous ne serez pas surpris, Monsieur le ministre, si je vous dis que votre réponse ne nous fait pas toucher le nirvana. Deux éléments, 111 milliards d'euros accordés aux entreprises sous forme de créances fiscales entre 2013 et 2018 pour 100 000 emplois créés selon France Stratégie. Et nous apprenons il y a quelques minutes que le géant de la distribution Auchan dans ma région annonce la suppression de 720 emplois sur 21 sites. Ce groupe a touché 88 millions d'euros de CICE. La parole est à Monsieur Rachid Temal pour le groupe socialiste et républicain. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les ministres. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, à l'origine de la conférence de presse du Président de la République
de la semaine dernière, 5 mois de crise sociale sans précédent. Une crise dont vous n'êtes pas, bien sûr, intégralement responsable, mais quand même crise déclenchée et amplifiée par une politique, votre politique. Pour y répondre, un président nous a dit qu'il découvrait les problèmes des Français, du pays, et qu'il restait convaincu que sa politique allait dans le bon sens. Et c'est pour ça qu'il n'a pas convaincu les Français, d'ailleurs, comme nous-mêmes. Je prendrai 2 exemples. D'abord, la question du pouvoir d'achat. Pas une fois le mot salaire dans les propos du président de la République. Les retraites, il faudra dorénavant travailler plus pour avoir une retraite à taux plein. La réindexation des retraites, c'est pour plus tard et pas toutes les retraites. Pour autant, pour l'ISF, il n'a pas vu autant de tergiversations et rapidement, vous avez décidé qu'il n'y aurait pas de rétablissement de l'ISF alors que les Français le souhaitaient. Sur les services publics et les territoires, alors qu'il faudrait entendre les élus locaux, vous leur demandez de faire plus avec encore moins. Alors, tout à l'heure, M. Attal nous a parlé de la non-fermeture des écoles, le buzz. Mais ce qu'il oublie de rappeler, c'est que dorénavant, il y aura toujours la fermeture de classes dans les écoles. Et donc, M. Blanquer l'a rappelé il y a quelques jours, donc encore une fois, une promesse déjà non tenue. Monsieur le Premier ministre, j'évoque encore que bien souvent, c'est dans le milieu rural que des classes sont fermées. Donc, Monsieur le Premier ministre, vous avez enfin entendu la proposition des socialistes, mais également de d'autres, je parle notamment de M. Hulot, d'une grande conférence sociale, territoriale et environnementale. J'espère qu'elle va mettre fin à vos projets sur les retraites, à vos projets sur l'assurance chômage, mais pourquoi pas commencer par un premier vrai sujet, la question des salaires, et faire en sorte qu'il y ait des engagements pris par les uns et par les autres et qu'ils soient tenus et publics. La parole est à Madame Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, vous le savez, vous l'avez dit vous-même dans votre intervention, la crise des Gilets jaunes est une crise inédite qui a révélé bien des inquiétudes qui traversent notre pays. Au cours de cette crise, nos concitoyens ont exprimé une triple inquiétude. À la fois une inquiétude vis-à-vis d'un sentiment d'injustice fiscale, mais également d'injustice sociale et enfin d'injustice territoriale. Dès le 10 décembre 2018, par un premier train de mesures et ensuite lors de sa conférence de presse de la semaine dernière, le président de la République a apporté un certain nombre de mesures, un certain nombre d'annonces, à la fois des chantiers qui ont été ouverts pour l'avenir, mais également des mesures extrêmement concrètes et j'y reviendrai. Ces annonces ont été complétées à la suite du séminaire de la majorité et du gouvernement par un calendrier que je qualifierais de calendrier d'efficacité qui a été présenté par le Premier ministre et qui permet de mettre sur les rails de manière opérationnelle et concrète l'ensemble des annonces qui ont été réalisées par le président de la République. Finalement, au fond, que nous permettent de faire ces annonces? Elles nous permettent de répondre à la fois au sujet de l'injustice fiscale, c'est l'annonce d'une baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros dès le 1er janvier 2020 et ça c'est du concret. C'est également des réponses à l'injustice sociale. Je crois que vous avez oublié un peu vite, monsieur le sénateur, en parlant de la question des salaires, de l'augmentation de 100 € de la prime d'activité dont bénéficie aujourd'hui, sauf qu'à la fin, monsieur, c'est de l'argent en espèces sonnantes et trébuchantes dans la poche des Français et ça, c'est une réponse de justice sociale. Vous avez également oublié de mentionner les pensions alimentaires qui désormais pourront être recouvrées directement par un tiers, en l'occurrence la caisse d'allocation familiale et c'est une réponse importante à l'attention des femmes qui aujourd'hui vivent des situations désespérées lorsque leur conjoint ne verse pas la pension alimentaire. Enfin, sur la question de l'injustice territoriale, monsieur le sénateur, vous omettez de parler du lancement d'une nouvelle étape de décentralisation à laquelle nous sommes attachés et qui vous permettra de résoudre ces inégalités. Merci. La parole est à monsieur André Valigny pour le groupe socialiste et républicain. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre des Armées, depuis 4 ans, une guerre fait rage au Yémen. Cette guerre a fait des dizaines de milliers de morts, plus de 70 000 à ce jour, dont une grande majorité de civils, des femmes, des enfants, des vieillards. Et le Yémen connaît aujourd'hui la crise humanitaire et alimentaire qui est sans doute, selon plusieurs ONG, la plus grave de l'histoire contemporaine. Cette guerre est conduite, chacun le sait, par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, grâce à des avions, grâce à des bombes, grâce à des canons, grâce à des navires fabriqués en France. Charles Leclerc, Corvette Baynouna, Mirage 2000, Radar Cobra, blindé Aravis,
hélicoptères Dauphin, canons César, d'autres encore. Les navires sont notamment utilisés pour un blocus de nourriture et de médicaments, un blocus qui peut être considéré en vertu des critères de l'ONU comme un crime de guerre. Quant au traité sur le commerce des armes dont la France est signataire, je rappelle qu'il interdit aux États d'exporter du matériel militaire s'il existe un risque que ce matériel soit utilisé pour des violations graves et répétées du droit international humanitaire. Violation dont la France pourrait donc être complice au Yémen. Alors, Madame la Ministre, ma question est simple. Pouvez-vous nous garantir que ce n'est pas le cas? La parole est à Madame Florence Parly, ministre des Armées. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, vous l'avez dit avec vos mots, la situation au Yémen est épouvantable. Cette guerre doit cesser. Et la France est depuis longtemps engagée en faveur du processus de paix. Et le gouvernement a encore récemment reçu l'envoyé spécial de l'ONU, M. Griffiths, et lui a réitéré son plein soutien dans sa mission ô combien difficile. Alors croire que cet horrible conflit disparaîtrait si la France mettait fin à son partenariat avec l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis est faux. On ne peut pas abandonner des pays qui eux-mêmes font face à des menaces telles que Al-Qaïda, cette organisation qui est celle qui nous a frappés sur notre propre sol en 2015. Le gouvernement n'a jamais nié l'existence d'armes d'origine française au Yémen. Ce que j'ai dit et ce que je répète, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de preuves que ces armes ont été employées contre les populations civiles. Et vous le savez fort bien, Monsieur le sénateur, pour avoir été vous-même ministre au Quai d'Orsay. L'autorisation de vendre des armes n'est accordée qu'après un examen interministériel rigoureux auquel le Quai d'Orsay lui-même participe. Cet examen tient compte de différents critères: la nature des matériels, l'utilisateur final, le respect des droits de l'homme, la stabilité régionale, la nécessité de lutter contre le terrorisme et aussi la sécurité civile, qui font partie des critères qui sont pris en compte pour délivrer ou pas des autorisations de licence. Alors oui, nous avons un dialogue très franc avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sur l'urgence qu'il y a à sortir de ce conflit, car la France n'a qu'un objectif, c'est la fin de cette guerre. Monsieur le sénateur Vallini, vous disposez de 34 secondes pour une réplique. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Norvège, la Belgique, le Canada ont suspendu tout commerce d'armement avec l'Arabie saoudite. Pourquoi la France ne fait pas de même? J'ajoute que des journalistes français qui enquêtent sur ce dossier sont actuellement inquiétés par la DGSI et on ne peut que dénoncer cette atteinte à la liberté de la presse. Monsieur Jean-Claude Luche pour le groupe Union centriste. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le Président de la République a fait un certain nombre d'annonces et il a notamment essayé de rassurer les maires et les élus. Mais ces élus, et notamment les élus ruraux, se demandent quel sera leur devenir quant à leur statut et surtout, quels moyens financiers se verront attribuer ces collectivités. Peut-on aujourd'hui avoir quelques orientations sur ces deux points, le statut de l'élu et les ressources des collectivités locales? Seront-elles encore une fois concernées par la volonté de faire des économies? D'autre part, le Président souhaite mettre en œuvre une nouvelle loi de décentralisation améliorant la loi NOTRe qui pose problème. Quel en sera le calendrier et quelles compétences seraient concernées? Par ailleurs, avec la suppression de la taxe d'habitation, il ne reste plus que le foncier aux maires comme ressource financière. Avec les économies demandées et le peu de ressources fiscales, les maires de ces petites communes ne savent plus comment financer leurs projets. Cette perte d'autonomie financière ajoute aux difficultés à se faire entendre au niveau des intercommunalités
et la crise de vocation pour les prochaines municipales risque d'être bien présente. J'espère, Monsieur le Premier ministre, que vous avez noté la lassitude de ces élus et la complexité de mettre en place une véritable politique de développement local. Alors, Monsieur le Premier ministre, à moins d'1 an des prochaines élections municipales, il devient urgent d'exposer aux élus ruraux et aux futurs candidats les ressources dont pourront bénéficier ces mêmes collectivités. Il en va de notre démocratie. Car pour présenter un projet municipal, parce que ce sera tout simplement le lien étroit avec les élections municipales, il faut savoir sur quelles ressources on peut compter. Sinon, ce ne seront que des promesses qui ne pourront pas être tenues. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Luche. Vous avez évoqué dans votre question la nature et l'intensité du lien entre l'État et les collectivités territoriales. Permettez-moi de vous répondre en trois points qui ont été évoqués hier à l'occasion du séminaire du gouvernement par le Premier ministre et en écho bien évidemment en application des décisions annoncées par le Président de la République. Nous avons 3 chantiers devant nous qui concernent les relations entre l'État et les collectivités territoriales. Un premier chantier concerne de manière extrêmement précise le statut de l'élu, le statut des maires en particulier, et la nécessité d'apporter un certain nombre de corrections, d'améliorations aux textes qui régissent l'organisation territoriale. Vous avez notamment évoqué la loi NOTRe, c'est un texte que je connais bien, qui a été adopté à la fois par l'Assemblée nationale et par le Sénat à l'issue d'une commission mixte paritaire, mais qui gagnera certainement à trouver quelques améliorations pour corriger ce qui peut apparaître parfois comme des irritants. Sébastien Lecornu, mon collègue ministre délégué aux collectivités territoriales, aura en charge cette concertation dans les semaines qui viennent pour pouvoir déboucher avant 2020, avant les élections municipales, et ce, de manière à donner de la lisibilité aux élus, comme vous l'appelez de vos souhaits. Il y a une deuxième concertation que nous devons ouvrir. Elle concerne la clarification de la répartition des compétences et la capacité des territoires à bénéficier d'un principe de différenciation. Cela renvoie à la fois à la révision constitutionnelle que le gouvernement a présentée et sur laquelle nous aurons à revenir, mais aussi à une discussion territoire par territoire avec les collectivités, discussion qui sera menée par la ministre en charge des collectivités et de la cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, dans les mois qui viennent. Et enfin, vous nous avez interrogé sur les relations financières entre l'État et les collectivités territoriales. Permettez-moi de vous répondre en 2 points. D'abord, pour rappeler que ce gouvernement maintient l'enveloppe globale des dotations aux collectivités et que celle-ci a même augmenté de 500 millions d'euros entre 2017 et 2019, que nous nous inscrivons dans une volonté de contractualisation, de responsabilité aussi des collectivités. Et les chiffres de 2018 montrent que nous avons fait un pari qui est réussi. Et enfin, concernant la taxe d'habitation, nous aurons avec Sébastien Lecornu à rouvrir un cycle de négociation et de concertation avec les associations d'élus, de manière à ce que le projet de loi de finances pour 2020 apporte des réponses, dise quel est le dispositif de compensation, avec un objectif, si Madame la Présidente m'y autorise, tenir l'engagement du Président de la République de donner des ressources stables, pérennes et justes aux collectivités pour qu'elles puissent assurer leur politique et répondre aux besoins de leurs concitoyens. Je vous rappelle, mes chers collègues, que les prochaines questions d'actualité au gouvernement auront lieu mardi 7 mai et seront retransmises sur Public Sénat, le site internet du Sénat et sur Facebook. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 17h55 pour le débat sur le thème « Quelle politique de lutte contre la pollution et le recyclage du plastique et plus généralement quelle utilisation du plastique en France ?» La séance est suspendue. Et voilà pour ces questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en direct et en intégralité sur Public Sénat. Des questions qui étaient largement consacrées aux annonces d'hier du Premier ministre et de jeudi dernier du Président de la République lors de sa conférence de presse et notamment sur le financement et le calendrier de ces annonces. Premier moment fort avec la question du socialiste Rachid Temal et où on a pu voir la tension monter dans l'hémicycle car le sénateur socialiste a relevé que le mot salaire était absent du discours du président de la République jeudi dernier et c'est Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, qui lui a répondu. Elle a parlé d'un calendrier d'efficacité avec par exemple des mesures sur cette baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu et elle a évoqué une prime d'activité de 100 € et c'est lorsqu'elle a évoqué cette prime d'activité de 100 € qui avait été annoncée au mois de décembre que la tension est montée et on a pu voir les sénateurs
chahuter comme cela la porte-parole du gouvernement. De leur côté, les sénateurs LR, eux, ils ont dénoncé le flou autour des mesures et aussi le déficit qui allait être creusé par le gouvernement. Ainsi, Guillaume Chevrollier pour les LR a lancé au gouvernement: vous avez fait le choix de creuser le déficit public. Et il a même ironisé: l'État dépense encore plus que sous la présidence de François Hollande, il faut quand même le faire. Et Olivier Dussopt pour le gouvernement lui a répondu en disant que le sénateur dressait un tableau très sombre. On a également vu, Delphine, plusieurs questions qui étaient consacrées au terme des collectivités locales. Vous le savez, le Sénat représente les territoires et effectivement on a pu ainsi avoir une question de la sénatrice RDSE Mireille Jouve sur ce dédoublement des classes et avec un maximum de 24 élèves en CP, en CE1 et en grande section de maternelle. Les sénateurs s'interrogent sur le financement pour les collectivités locales d'une telle mesure, car la sénatrice a expliqué que c'était un engagement autant pour les collectivités locales que l'État. Donc voilà, vous le voyez Delphine, des questions d'actualité au gouvernement qui étaient essentiellement consacrées au calendrier et au financement des annonces d'hier du Premier ministre et de jeudi du Président de la République. Merci à vous Quentin pour toutes ces précisions et on va continuer les réactions à cette séance de questions d'actualité avec vous Alexandre Poussard. Vous êtes avec Patrick Kanner, c'est le président du groupe socialiste au Sénat. Oui, Patrick Kanner, on l'a vu, les sénateurs, tous groupes confondus, ont exprimé leur réticence concernant les mesures annoncées par Emmanuel Macron. Alors selon vous, est-ce que ces mesures vont permettre de résoudre la crise que connaît actuellement le pays ? La réponse est non. Des mesures manifestement insuffisantes, incomplètes sur différents sujets. Quand on parle de pouvoir d'achat sans parler de salaire et d'augmentation des salaires, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas non plus quand on parle d'augmentation du pouvoir d'achat des retraités au travers notamment d'une réindexation, mais que très partielle des retraites. Donc voilà, la copie est insuffisante. Nous le verrons demain à l'occasion des manifestations du 1er mai. Ce que je regrette simplement, c'est qu'on a aussi des financements qui sont incertains. Heureusement que le prix de l'argent dans notre pays n'est pas cher, que le gouvernement joue là-dessus beaucoup. Mais malgré tout, nous aurons un déficit supérieur à 3% en 2019, une croissance qui est un peu en berne, disons-le, à 1,4, 1,5%. Donc tout cela est inquiétant pour les finances de notre pays. Et on sent beaucoup d'improvisation aujourd'hui dans les mesures qui sont annoncées. Et alors justement, sur le financement de ces mesures, est-ce que, comme la droite du Sénat, vous demandez des économies supplémentaires pour équilibrer les comptes ? Ce que nous demandons, c'est que chacun prenne sa part à l'effort national. Et quand M. Macron n'évoque pas le retour de l'ISF, il a dit clairement qu'il fermait la porte à ce sujet-là. Quand il ne prévoit pas une hausse, une nouvelle tranche, on aurait pu imaginer une tranche à 45% pour les plus fortunés de nos concitoyens pour qu'ils participent à la solidarité. Je dis que c'est comme ça qu'on finance le service public. Nous ne sommes pas favorables, pour ce qui concerne les socialistes, à une baisse des services publics qui est pourtant un des cœurs demandés aujourd'hui, non pas la baisse, mais les services publics par nos concitoyens. Alors vous en parliez demain, ce sont les manifestations du 1er mai. Christophe Castaner l'a annoncé pendant cette séance, lors d'une conférence de presse annexe, il a annoncé qu'il y aurait 7400 agents des forces de l'ordre demain à Paris. Est-ce que ce dispositif de sécurité vous satisfait ? Vous savez, pourquoi en est-on arrivé là ? Si le 17 novembre dernier, première grande journée des Gilets jaunes, on avait accepté la main tendue par les partis politiques, par les syndicats, notamment je pense à la CFDT pour une grande conférence sociale, territoriale, environnementale, on n'en serait pas là aujourd'hui. On multiplie les forces de police qui sont épuisées pour prévenir d'éventuels débordements. Ça, bien sûr, c'est le rôle et la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Mais nous sommes à la 25e séquence de Gilets jaunes demain. Donc attention, danger. Nous sommes dans un pays qui aujourd'hui est dans un climat anxiogène et il faut que le gouvernement entende la voix des Français. Très bien, merci beaucoup Patrick Kanner d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous Alexandre pour cette réaction et mon invité aujourd'hui Olivier Paccaud. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur LR de l'Oise, membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Une réaction aussi à ce 1er mai qui s'annonce sous tension, on le voit avec 7400 agents des forces de l'ordre déployés dans Paris. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, s'inquiète d'individus radicalisés. Emmanuel Macron, on le sait, appelé à la plus grande fermeté à l'encontre des Black Blocs. Est-ce que vous redoutez de nouveaux incidents demain ? Évidemment, on redoute tous que ces manifestations dégénèrent. Le premier, c'est la fête du travail. C'est une fête. Et on n'était pas habitué dans les dernières décennies à avoir ce type de débordement. Et force est de constater que déjà,
en 2018, hein, mais effectivement depuis 6 mois, puisqu'on en est à la 25e acte 25 des Gilets jaunes, eh bien, le désordre semble être devenu une règle. C'est très inquiétant et ça en dit beaucoup sur l'état de malaise profond de notre société. Ouais. Et pourtant, il y a eu ces annonces du chef de l'État la semaine dernière lors de sa conférence de presse pour sortir de cette crise des Gilets jaunes. Comment jugez-vous ces annonces? Est-ce qu'elles sont à la hauteur justement des attentes des Français? Si j'en juge les réactions que j'ai pu avoir sur le terrain de ma circonscription de l'Oise, du département de l'Oise, non. Alors effectivement, il y a certaines annonces qui vont dans le bon sens. La réindexation des pensions de retraite pour les retraites... réclamées par la droite, notamment ici au Sénat. Oui, ben c'est positif. Mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été traitées. Il y a un seul mot, par exemple, que je n'ai pas entendu et qui est important, c'est le mot logement. Et je peux vous dire que dans les territoires, il y a un vrai problème de logement, que les bailleurs sociaux ont profondément souffert des mesures qui ont été prises par ce gouvernement depuis des mois. On n'en a pas parlé. Alors, on pourrait parler de l'école, puisque c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup. Oui. Les mesures qui ont été annoncées sont certainement positives, mais elles vont se télescoper avec une loi sur l'école de la confiance, où elles étaient totalement absentes. Donc, si vous voulez, l'impression générale, c'est que c'est du fil de l'eau, c'est que c'est de la communication et qu'on ne sait pas vraiment où va le pays. Il y a pourtant eu ce séminaire gouvernemental hier avec un calendrier législatif qui a été annoncé. Il sera certainement transmis aux assemblées d'ici peu. Le calendrier qui s'annonce serré avec aussi des incertitudes autour du financement. Est-ce que ça vous inquiète également? On sait que le Sénat a chiffré ces mesures à environ 10 milliards d'euros. Alors, il y avait eu les 10 premiers milliards du mois de décembre, là, peut-être un petit peu moins de 10 milliards, mais bon, on va dire 8 milliards, 18 milliards d'euros. Honnêtement, pour l'instant, nous ne savons pas exactement où vont être trouvés ces crédits. C'est vrai que l'une des grandes mesures annoncées par le président de la République, c'est pas d'économie finalement dans le fonctionnement de l'État. Or, si on veut faire baisser les impôts réellement, il y a que deux solutions, soit on laisse courir la dette, soit on fait des économies de fonctionnement. Le gouvernement, si on a entendu Olivier Dussopt dire le contraire cet après-midi, la France a su par le passé se montrer capable justement de tenir ses engagements européens. Bah écoutez, nous le verrons bien, mais visiblement, il n'a convaincu que lui et les 20 sénateurs En Marche. Nous sommes tous dubitatifs, mais je ne demande pas mieux que de le croire. Hein. Mais pour l'instant, on veut avoir, si vous voulez, des pistes concrètes sur le financement de ces 18 milliards d'économies. Pour l'instant, c'est le flou le plus total. Et ça fait des mois. Sur la taxe d'habitation, sur la compensation de la taxe d'habitation, on ne sait toujours pas, ça fait 2 ans pratiquement, comment elle va être compensée. C'est quand même assez gravissime. Alors on a l'impression que le gouvernement espère qu'il y aura un retournement de conjoncture qui lui permettra d'engranger des rentrées fiscales. Ça n'en prend pas vraiment le chemin. Olivier Paccaud, vous parliez de ce projet de loi pour une école de la confiance. Il est examiné aujourd'hui en commission. Il arrive en séance la semaine prochaine. On sait que ce texte a concentré la colère des enseignants qui sont toujours mobilisés. Oui. Le Sénat va livrer sa propre copie. Ça va permettre d'apaiser les choses? Alors, pour être très clair, il y a plusieurs sujets qui posaient problème, mais il y en avait un surtout. C'est le fameux article 6 quater qui réunissait le collège de secteur et les écoles aux alentours au sein d'un EPSF, établissement public des savoirs fondamentaux. Nous allons, dans les minutes qui viennent, le supprimer. Nous allons le supprimer de façon unanime. Nous avons eu des contacts avec le ministre qui est tout à fait conscient du fait que cet article était mal rédigé. Il est favorable à cette proposition du Sénat ? Il est favorable à retravailler le projet avec les sénateurs, tout à fait. Donc nous espérons que la copie que nous allons lui rendre lui conviendra, mais nous voulons vraiment améliorer ce texte qui ne nous satisfaisait pas sur beaucoup de points. Les libertés publiques sont-elles menacées face à la montée de textes législatifs les limitant? C'est l'avis du président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, Jean-Marie Delarue, que nous recevrons dans quelques minutes. Mais avant, retour sur un des derniers textes polémiques, la loi anti-casseurs, partiellement censurée par le Conseil constitutionnel, mais qui pourrait revenir sous une autre forme. Les explications d'Hugo Lemonnier. Le cortège du 1er mai, infiltré par les Black Blocs.
Un nouvel épisode de violence qui pourrait relancer le débat sur la loi anti-casseurs. Une proposition de loi du groupe Les Républicains en partie censurée par le Conseil constitutionnel. Les sages ont retoqué l'interdiction administrative de manifester et contesté les pouvoirs excessifs confiés au préfet. Bruno Retailleau envisage donc de déposer un nouveau texte. Le Conseil constitutionnel n'a pas empêché le Parlement de légiférer sur une possibilité d'une interdiction préfectorale, mais ce sont les modalités qu'il a en réalité censurées. Donc moi, j'attendais du gouvernement qu'il puisse réagir, mais en réalité, là aussi, il n'y a pas eu de courage de réagir. Il est clair que si le gouvernement ne prend pas ses responsabilités, nous les prendrons. La majorité présidentielle qui avait fait sienne les propositions de la droite sénatoriale ne ferme pas la porte à un durcissement de la législation. La censure du Conseil constitutionnel n'est pas rédhibitoire. Je suis d'accord avec cette analyse. Il faut se donner toutes les chances au niveau juridique pour pouvoir encore aller plus loin dans la recherche et la sanction des casseurs. Le groupe socialiste, lui, se range derrière la décision du Conseil constitutionnel et refuse d'aller plus loin. Cette disposition a été censurée parce que nous tenons beaucoup à la liberté de manifestation. Et je crois que ce qui serait sage, c'est que le Sénat, et notamment le groupe majoritaire du Sénat, en prennent acte. Les sages n'ont pas fermé la porte à une interdiction préventive de manifester. Il faudra cette fois qu'elle soit mieux encadrée pour être jugée conforme à la Constitution. Et pour évoquer ce sujet, on rejoint Alexandre Poussard. Alexandre, vous êtes avec Bernard Jomier, sénateur apparenté socialiste de Paris. Bernard Jomier, est-ce que vous estimez que la nouvelle stratégie du maintien de l'ordre du gouvernement a fonctionné hier lors des manifestations du 1er mai ? Ce qu'on avait vu lors des manifestations précédentes, c'est qu'à Paris en particulier, beaucoup de violences, beaucoup d'actes de violence avaient été commis par des personnes très radicalisées et donc il fallait absolument y mettre un terme. Et en ce sens, effectivement, la stratégie a été plutôt efficace. Maintenant, elle a aussi entraîné d'autres débordements dans l'autre sens, c'est-à-dire que des citoyens et des organisations syndicales qui légitimement manifestaient pacifiquement se sont retrouvés face à une répression, à des jets de gaz lacrymogène notamment, qui ne sont pas souhaitables. Et donc, il faut que le gouvernement trouve le juste milieu, si je puis dire. Donc, je n'irai pas le blâmer de ce qui s'est passé hier à Paris, mais ça n'est certainement pas non plus un blanc-seing. Qu'est-ce que vous pensez de ces manifestants qui auraient tenté de forcer les portes de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière hier à Paris ? Quelle est votre réaction ? Écoutez, d'abord, il faut connaître les faits avec plus de précision, parce que de ce que l'on sait, un certain nombre de manifestants qui étaient sur le boulevard de l'hôpital sont entrés dans l'enceinte. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, la Pitié-Salpêtrière, c'est plusieurs dizaines d'hectares. C'est un grand parc avec des bâtiments. Et donc ça n'a rien de choquant d'entrer dans ce parc pour se mettre à l'abri. Et puis un nombre d'individus, qui reste à préciser, a tenté d'entrer dans un service, sans savoir probablement que c'était un service de réanimation. Donc ça, c'est tout à fait répréhensible. Mais je trouve que la surréaction et la forme d'instrumentalisation, notamment par les ministres, de ce fait, avec des mots tout à fait déplacés, comme une attaque. Heureusement que la police a sauvé le service de réanimation, a dit un ministre, sont tout à fait déplacés, pas à la hauteur de responsables politiques qui doivent apaiser la situation. Parlons de l'outil législatif de sécurité, la loi anti-casseurs qui vient d'entrer en vigueur. Est-ce qu'elle a fonctionné selon vous ? Je pense que c'est surtout un changement de doctrine de la préfecture de police qui a entraîné ce type de gestion et que la loi anti-casseurs n'avait pas grand intérêt. Elle n'a absolument rien changé dans la gestion des manifestations d'hier. Les sénateurs Les Républicains pourraient persévérer dans leur volonté d'instaurer l'interdiction administrative de manifester en déposant un nouveau texte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais vous savez, on ne cesse de faire de nouvelles lois dans une sorte de surenchère permanente et en pensant qu'en faisant de nouvelles lois, on va répondre à des situations. Non, la question, elle est politique. On a une société qui est sous tension. Et on a une société qui est sous tension également parce que de hauts responsables politiques ont alimenté la tension par des mots, par des attitudes qui ne sont pas acceptables. Ce dont je viens de parler sur l'intrusion de la Pitié-Salpêtrière en est un bon exemple. Il ne faut pas que le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Santé souffle sur les braises. Ils doivent assumer avec sang-froid leurs fonctions. Certains estiment que l'état de droit est en danger aujourd'hui en France. Est-ce que vous êtes d'accord ?
l'état de nos libertés n'est pas bon, effectivement. Et c'est depuis, d'ailleurs, pas que ces 2 ou 3 dernières années, mais c'est un mouvement plus ancien, parce qu'il y a la croyance chez un certain nombre de responsables politiques qu'en restreignant les libertés, on va améliorer la sécurité et la tranquillité publique. Et l'expérience, dans le moyen terme, prouve que c'est l'inverse qui se passe. Très bien. Merci beaucoup Bernard Jomier de m'avoir répondu. Merci Alexandre Poussard. Et les libertés fondamentales sont-elles menacées? On en parle tout de suite avec mon invité Jean-Marie Delarue. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et vous dénoncez, depuis quelques jours, on a vu cette tribune dans Le Monde, un recul et des menaces sur les libertés fondamentales. Et pour vous, c'est au nom de la sécurité que l'on grignote ces libertés. Il y a depuis très longtemps, depuis 20 ou 25 ans même, que chaque année, des lois réforment le code pénal, le code de procédure pénale. Et récemment, il y a eu de nombreuses lois liées à l'état d'urgence et au terrorisme. Je pense que l'empilement de ces lois conduit à un languissement vers une diminution en effet de nos libertés. Alors on va me dire, mais monsieur, vous déraisonnez, c'est là des lois qui visent exclusivement le grand banditisme, les prédateurs sexuels, comme on a dit à un moment, et désormais les terroristes. Oui, sauf que dans ces lois, on trouve des dispositions qui, demain, pourraient s'appliquer à tout le monde si on n'y prend pas garde. Certains termes de ces lois sont eux-mêmes d'une grande imprécision. Et je rappelle par exemple que de nombreuses dispositions de ces lois multiples que j'évoque, sans qu'il soit possible d'en faire la liste, disent par exemple on va assigner à résidence un préfet, quelqu'un dont on a des raisons sérieuses de penser. C'est quoi les raisons sérieuses de penser? C'est la police. Et la police, il lui arrive de se tromper. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Donc, on a là une première possibilité de contagion. Mais il y en a bien d'autres. Vous évoquez notamment dans ces textes la loi anti-casseurs. Elle a été censurée en partie par le Conseil constitutionnel. C'est bien qu'il y a des garde-fous pour protéger ces libertés fondamentales. Oui, à condition que le Conseil constitutionnel soit saisi. Alors, il peut l'être ab initio, comme on dit un peu dans le jargon, c'est-à-dire avant la promulgation par le président de la République ou les parlementaires, comme on le sait bien ici. Elle peut l'être aussi par le biais de questions prioritaires de constitutionnalité, mais il y a des lois qui ne seront pas déférées, par conséquent, qui sont entrées en vigueur et que personne ne va songer à contester. La loi du 30 octobre 2017 a transposé dans le droit commun, au fond, ce qui était l'état d'urgence. À ma connaissance, cette loi a été en vigueur, elle l'est aujourd'hui, sans que personne n'y ait trouvé à redire. Et il y a là, dans cette loi, des préoccupations à avoir. Je prends une autre notion, par exemple, c'est à propos de la loi anti-casseurs. Les abords immédiats d'une manifestation feront l'objet d'une réglementation particulière. C'est quoi les abords immédiats? On a vu hier que ça pouvait s'étendre jusqu'au périphérique et au-delà. Pour vous, il n'y a plus assez de limites. Mais il y a... Quand on préjuge des infractions, quand la police doit intervenir, il doit y avoir des définitions extrêmement précises. Et j'estime que dans les lois récentes, il y a beaucoup de définitions floues, sans compter le fait que le discours sécuritaire, qui est la dominante de tous les gouvernements, je le sais bien depuis de nombreuses années, et lui-même se donne à lui-même un horizon qui ne cesse pas de reculer. La sécurité, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est par définition toujours menacé. Et donc il y aura toujours de nouvelles tentations d'ériger de nouvelles lois qui seront elles-mêmes, qui comporteront des risques de diminution des libertés. Il y a une phrase qui vous agace, c'est la sécurité première des libertés. Oh, elle ne m'agace pas, elle est simplement contradictoire dans les faits. Je ne sais pas ce que c'est que la sécurité comme liberté. La liberté de penser, la liberté de conscience, la liberté de la presse, tout ça, je sais bien. La sécurité comme liberté, je ne sais pas ce que c'est. En revanche, je sais qu'au nom de la sécurité, si cette phrase était vraie, on pourrait faire n'importe quoi. Il y a une autre attaque sur certaines libertés. Les journalistes qui sont menacés, particulièrement les vidéastes et photographes, qui dénoncent dans une tribune le traitement dont ils font l'objet dans les manifestations par les forces de l'ordre. Ça aussi, pour vous, c'est un recul ? Alors, moi, je m'inquiète un petit peu de la liberté de la presse sur 2 points. La première, c'est que la presse est extrêmement concentrée aujourd'hui. Je parle des propriétaires de journaux. Un point qu'il y a 30 ans, on aurait dénoncé tout de suite. Souvenez-vous de ce
procès qu'on faisait à Robert Hersant, si ce nom vous dit quelque chose, à propos de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, 4 propriétaires se partagent à peu près tout l'ensemble de la presse française sans que personne n'y trouve à redire. Donc il y a un recul non seulement dans la presse, mais aussi dans la conscience qu'on en a. Et puis le deuxième volet, c'est celui que vous indiquez, c'est en effet les pressions, on peut dire les choses comme ça, qu'on met sur certains journalistes, soit du côté de l'État, la puissance publique. Songez à la convocation à la DGSI d'un journaliste qui aurait révélé des choses confidentielles. Et puis aussi de la part de personnes privées, songez aux actions en diffamation qu'a fait un grand personnage investi notamment dans l'économie africaine de notre économie française. Donc on voit bien là qu'il y a une menace sur les journalistes de travailler. Et si on menace la liberté de la presse, on menace les autres libertés. Est-ce que pour vous, quand on entend finalement tous ces sujets où vous parlez de recul des libertés fondamentales, est-ce qu'il y a une dérive autoritaire ou autoritariste? C'est peut-être encore trop tôt pour le dire. Moi, ce que je voudrais faire sentir à ceux qui nous écoutent, c'est que on croit toujours que c'est les autres quand on met en question les libertés. Et donc, ça me concerne pas. Moi, je suis un honnête homme, etc. Oui, mais ça n'empêche que insidieusement, les libertés de chacun peuvent être aussi mises en question. Je ne sais pas s'il faut parler d'autoritarisme, mais je sais que la police a de plus en plus de prérogatives dans notre pays, l'autorité administrative de plus en plus, le parquet de plus en plus, le juge du siège de moins en moins. C'est un signe inquiétant. Vous inquiétez sur l'indépendance de la justice? Non, pas l'indépendance de la justice. J'observe simplement que le parquet est de plus en plus puissant. Le parquet, lui, est soumis au gouvernement comme il s'y est. Jean-Marie Delarue, avant de prolonger cet entretien, je vous propose de regarder un reportage puisque nos équipes ont accompagné des sénateurs, dont le président Gérard Larcher, lors d'un déplacement au Pays Basque français, nouvelle porte d'entrée des migrants souhaitant rejoindre la France après avoir traversé l'Espagne, une voie migratoire qui met à l'épreuve les services d'accueil et les forces de l'ordre. Un reportage signé Quentin Calmet et Jonathan Dupriez. Le péage de Bériatou, c'est un des nouveaux points chauds de la route des migrants en France. Nous sommes à côté d'Hendaye, dans les Pyrénées-Atlantiques et à quelques centaines de mètres de l'Espagne. Venus principalement de Guinée, du Mali et de la Côte d'Ivoire, ces femmes et ces hommes ont traversé le Maroc et l'Espagne pour arriver ici. Ainsi, en 2018, leur nombre a augmenté de 60%, faisant de ce parcours une des principales routes de l'immigration en France, en particulier depuis que l'Italie a fermé ses frontières. Et on est à un point de passage majeur. Ça représente sur les 55 000 passages, les 2 tiers des passages, les autres parties ayant lieu plutôt du côté des Pyrénées-Orientales. Ce jour-là, Gérard Larcher est au Pays Basque avec les sénateurs du département. Il s'agit pour la délégation d'un contrôle sur place et sur pièce pour mesurer l'efficacité de la dernière loi immigration. Au premier abord, c'est pas évident. Bon, avec ce matériel, on verra sous grossissement qu'il y a des anomalies d'impression. Il a été voté une loi qui réforme l'asile, l'immigration, le contrôle de l'immigration. Elle a été publiée le 10 septembre 2018. Quelques mois après, nous voulons voir comment cette loi se met en place. Depuis l'été dernier, les contrôles ont été renforcés avec de nouveaux effectifs de police aux frontières et une compagnie de CRS, le tout en étroite collaboration avec les services espagnols. C'est une coopération interministérielle. Il y a le ministère des Finances et le ministère de l'Intérieur de chacun des pays qui coopèrent, puisque les douanes de chaque pays renforcent ce dispositif. La police autonome basque, la garde civile et la police d'État basque. Nous avons le sentiment qu'il y a un travail assez formidable, engagé. Il ne suffira pas de mettre des femmes et des hommes aux frontières. Il faut aussi qu'au plan européen, nous ayons un vrai projet, notamment de gestion des flux migratoires, de gestion de la question migratoire, de gestion en même temps de notre frontière extérieure, c'est le rôle de Frontex. Fermé en janvier 2017, le centre de rétention administrative d'Hendaye a rouvert il y a un an face à l'afflux. Ce jour-là, ils sont 19 dans ces locaux. Tous font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Bonjour. Bonjour. Ça reste quand même un endroit qui est violent quand on le voit comme ça. Comprendre le parcours qui a été le leur pour des jeunes qui sont souvent des mineurs et qui arrivent ici dans ces zones-là. Un déplacement où il a aussi été question de l'intégration des migrants en attente de régularisation. À la sous-préfecture, plusieurs associations ont été invitées. Toutes tirent la sonnette d'alarme sur l'état psychique des hommes et femmes qui arrivent dans le département. Je rappelle de ce jeune qui expliquait que selon le coût
que sa famille avait payé pour arriver en Italie. Ils étaient déposés avant ce qu'ils appelaient la dead zone, avec les voleurs, les violeurs, les passeurs. Là, c'est des choses que les jeunes ne vont pas forcément dire, mais qui vont se répercuter. Une visite où toute la journée, les sénateurs évoluaient sur un fil entre répression de l'immigration illégale et intégration des autres migrants. Jean-Marie Delarue, on a parlé avant des lois sécuritaires, il y a aussi des lois anti-immigration, des lois sur l'immigration qui sont très souvent votées, tous les 2 ans à peu près. Il y a une nouvelle loi immigration, il y a trop de lois dans ce domaine. Oui, je crois qu'honnêtement, on pourrait en diminuer le nom, mais c'est parce que l'immigration est un enjeu politique très très important depuis bien longtemps. Donc je comprends très bien que le gouvernement et la représentation nationale puissent intervenir sur ce point. C'est pas là-dessus que moi je voudrais critiquer les choses. En fait, le problème de la migration est bien connu. C'est pas nouveau en soi. On sait très bien qu'il y a à la fois des considérations de tragédie politique ou économique ou de guerre civile derrière tout cela. On sait très bien qu'il y a une politique européenne qui a du mal à se mettre en œuvre parce que tous les pays ne la partagent pas. On sait très bien que la répression ne suffit pas et qu'il faudrait aider ces pays. Moi, je me soucie là simplement des droits de l'homme. Et je voudrais dire que la répression, si louable qu'elle soit dans certains cas, ne suffira pas à régler le problème. Moi, j'ai deux choses à dire là-dessus. Premièrement, c'est que, comme l'a dit d'ailleurs l'ancien directeur de l'OFPRA, j'ai un peu honte que des milliers de personnes se noient chaque année en Méditerranée sans que non seulement on n'ait pas déployé ces distances, mais qu'on ait interdit aux associations comparé à des passeurs, d'intervenir efficacement. Ça vous a choqué, les propos de Christophe Castaner sur les ONG complices? Je le dis, je ne connais pas Christophe Castaner, je le dis avec respect, mais j'ai été extrêmement choqué par ces propos-là. Pour vous, c'est aussi le reflet justement de ces libertés fondamentales, des droits humains qui reculent? Moi, je crois qu'on ne peut pas accepter comme ça, sans sourciller, la mort de milliers de personnes. En tout cas, moi, je ne l'accepte pas. Et puis, autre volet, il y a étrangement dans ces questions migratoires des volets qui sont étrangement oubliés. Il y a une administration qui a travaillé pour s'occuper de la traite des êtres humains, qui est un aspect de ces courants migratoires, et le gouvernement laisse ça en plan. Il y a rien, alors que le plan est prêt. Bon. Je crois qu'il faut envisager tous les aspects de ces questions. Il y a sûrement une question de contrôle aux frontières. Il faut rendre l'hommage à la police aux frontières qui fait un travail difficile. Mais il y a aussi des questions humanitaires qui sont celles qui me préoccupent, il faut dire, et qui sont un petit peu oubliées dans ces affaires-là. Donc je crois que l'accueil de ces personnes, quelle qu'elle soit destinée à être refoulée ou qu'elle soit destinée à être accueillie, parce qu'il y en a qui relèvent de l'asile, il ne faut pas l'oublier, il doit être assuré dans des conditions humaine de dignité les plus prononcées possibles. Et c'est pas le cas actuellement? Non. Vous avez été un contrôleur général des lieux de privation de liberté, ces centres de rétention administratifs, est-ce qu'ils permettent finalement d'absorber? Il y a mon successeur, Adeline Hazan, qui vient de publier un avis assez critique sur la question de la santé dans ces centres de rétention. Donc tout n'est pas fait pour leur assurer le meilleur accueil possible. Et moi, j'ai vu des choses un peu abominables. Bon, je n'y reviens pas. Mais en tout cas, on doit améliorer cet accueil et il faut couvrir tous les champs. On dit ah oui, on va les aider, ces pays sources. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'Érythrée, qui est un des grands foyers d'émigration? Je ne sais pas qu'on ait fait grand-chose. Et encore une fois, la traite des êtres humains, dont le plan est prêt, elle reste en suspens. Donc il faut, quand on traite des courants migratoires, pas seulement alimenter la peur des Français. La migration fait peur à beaucoup, de façon très exagérée, je crois, mais il faut aussi traiter tous les aspects de ces hommes et de ces femmes, quel que soit leur avenir en France. La loi pour une école de la confiance, rebaptisée loi Blanquer, arrive au Sénat. Avant son examen en séance, la Commission de la culture et de l'éducation a profondément remanié le texte gouvernemental et veut mettre fin à une mesure polémique, le regroupement école primaire-collège. Les explications de Samia Dechir. Un texte mal préparé, mal rédigé, mal expliqué. Le Sénat ne mâche pas ses mots contre le projet de loi Blanquer sur l'école. La Commission de la culture a tout simplement supprimé la mesure la plus contestée, la possibilité de fusionner école primaire et collège dans certains territoires. Dans les territoires, il y a des élus, il y a des maires, il y a des enseignants, il y a des directrices et des directeurs, et il y a des parents. Et tous nous ont dit cet article est mal écrit, il nous inquiète, on ne le comprend pas, tout simplement parce qu'il est arrivé par un amendement
de l'Assemblée nationale, sans étude d'impact, sans concertation, sans dialogue social, aucun dialogue avec les organisations syndicales, aucun dialogue avec les organisations d'élus. Et après, on s'étonnerait qu'il y ait de l'incompréhension. Critiques sur la méthode, les sénateurs déplorent aussi des manquements sur le fond. Pour la Commission, le texte n'apporte pas, en l'état, les garanties que ces fusions écoles primaires et collèges ne pourront se faire qu'avec l'accord des acteurs concernés sur chaque territoire. Il faut que les maires aient une sorte de droit de veto. S'ils pensent que ce n'est pas nécessaire à leur territoire, il ne faut pas le faire. Il faut que les communautés éducatives soient consultées. Il faut que toute évolution de l'emprise de l'établissement soit aussi soumise au vote des collectivités. Et il faut bien que sur chaque site, il y ait un directeur avec toutes les fonctions du directeur. Avec ces garanties, les sénateurs seraient alors favorables à la possibilité de fusionner écoles primaires et collèges sur les territoires volontaires. Plusieurs amendements en ce sens sont en préparation. Supprimée en commission, la mesure pourrait donc bien revenir sous une nouvelle mouture lors de l'examen en séance prévu du 14 au 16 mai. La loi Blanquer, c'est l'objet de notre second débat de Sénat 360. Et pour en parler, j'accueille sur le plateau mes invités. Laurent Lafont, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Union centriste du Val-de-Marne. Face à vous, Antoine Karam, sénateur La République en marche de la Guyane. Bienvenue sur notre plateau. De l'autre côté de la table, Abdelkrim Mesbahi, président de la FCPE dans les Hauts-de-Seine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Et enfin, Pierre Favre, président du syndicat des directeurs du premier degré. Syndicat national des écoles. Président du syndicat national des écoles. Et directeur dans le civil. Et directeur d'une école. Merci à vous de participer à ce débat. Et on va évoquer tout de suite les modifications du Sénat, puisque une des mesures phares du texte, le regroupement entre écoles primaires et collèges, est très largement remis en cause par le Sénat. Expliquez-nous, Laurent Lafont. Oui, c'est l'article dont on a beaucoup parlé depuis plusieurs semaines et qui a provoqué des réactions fortes à la fois du côté des enseignants, du côté des parents d'élèves, mais aussi des élus locaux. Donc il fallait clarifier les choses et à l'unanimité de la Commission, du reste, hier, la Commission a décidé de retirer cet article. Je crois qu'il y a besoin de faire de la pédagogie. La façon dont il a été amené par voie d'amendement à l'Assemblée nationale n'a pas permis cette pédagogie et beaucoup d'acteurs n'ont pas compris la finalité, l'objectif recherché à travers cet article. Donc nous allons, dans les jours qui viennent, essayer de retravailler, faire quelque chose qui soit beaucoup plus compréhensible et dont on sache à quoi il servira. Est-ce qu'on est, ce que nous souhaitons au Sénat, sur quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire pour répondre à des problématiques locales particulières, dans lesquelles il y aurait un accord de l'ensemble des acteurs, élus locaux, bien sûr, rectorat et personnel enseignant, ou alors est-ce qu'on est sur quelque chose de généraliste à terme, et c'est là-dessus que nous sommes opposés. On n'est pas à travers ça dans un système qui doit se généraliser. Voilà la position claire qui a été apportée avant-hier à la Commission. Antoine Karam, vous êtes sénateur En Marche, ici au Sénat. Est-ce que finalement, la majorité à l'Assemblée nationale n'a pas été trop vite sur ce texte et qu'il fallait un peu apaiser la situation? Alors, vous le savez comme moi, il y a deux cultures qui s'opposent, celle de l'Assemblée nationale et celle du Sénat. Moi, je me suis inscrit dans la démarche de la Commission, du Sénat, considérant que quelques jours plus tôt, le ministre lui-même est venu apporter un certain nombre d'assurances en disant qu'il n'était fermé à rien du tout, qu'il était prêt à revoir pour son compte toutes les propositions qui seraient faites. Je n'ai pas eu en face de moi, eu le sentiment d'avoir en face de moi un ministre complètement fermé, bloqué. C'est en ce sens que lorsque la semaine prochaine nous irons en séance, eh bien, nous ferons des propositions et le ministre interviendra. On trouvera le bon compromis. Abdelkrim Mesbahi, c'était une mesure phare du texte, mais aussi très ciblée par les opposants, les enseignants, les directeurs d'école et les parents d'élèves. Est-ce que déjà ça vous satisfait? On ne peut que se féliciter de la démarche de la commission sénatoriale qui a commencé à travailler sur le texte. Ce que je voudrais dire aussi en introduction, c'est que on est aussi assez frustré de la manière dont les parents d'élèves et les représentants de parents d'élèves ont été
associés ou pas du tout associés justement à la construction de ces textes-là. Donc c'est vrai que quand on a vu le texte sortir, on a été effarés. Il n'y a pas que cet article-là qui nous a posé des questions. On va évoquer les autres aspects. Bien sûr, mais sur cet aspect-là, effectivement, on ne peut pas mettre à l'écart l'interlocuteur direct des parents qui est le directeur de l'école. Imaginez-vous en milieu rural, mais même dans les Hauts-de-Seine, un papa qui a un problème avec son enfant ou une maman, il faut qu'il aille voir le directeur du groupe scolaire. C'est déjà très compliqué d'obtenir un renseignement au plus proche dans l'établissement scolaire. Donc effectivement, on se félicite de la démarche de la commission sénatoriale. En espérant que ça ne changera pas puisque ça va revenir à l'Assemblée. Pierre Favre, est-ce que vous partagez cette vision de sagesse du Sénat sur cette mesure ? Alors je dois avoir la vérité de dire que le Sénat est vraiment une institution importante parce que les travaux de ces derniers jours nous montrent que nous, associations et syndicats, avons été entendus. Je voudrais juste reprendre ce que vous avez dit dans votre préambule. Vous avez dit l'école publique des savoirs fondamentaux est une mesure phare. Non. Lorsque les premières maquettes sont arrivées au mois d'octobre, dans le cadre du dialogue social, elles n'y étaient pas. Et je crois que, comme l'a dit le sénateur Lafont, c'est une question de méthode. Lorsque le 30 janvier, l'amendement AC501 est apparu par la petite porte, c'est ça qui a créé le souci, parce qu'on était dans une démarche constructive avec le ministère, de dialogue, de confiance. Et le fait de présenter en commission cet amendement AC501 qui squeezait complètement... Donc qui regroupe les écoles primaires et les collèges sous un seul directeur. Ce n'était pas le contenu. Le contenu, c'était au départ la scolarisation à 3 ans et un certain nombre d'aménagements. Mais ce n'était pas une mesure phare. Elle s'est imposée par la commission. Et cette méthode-là nous a amené à réagir très fort dès le 31 janvier, où on a tout de suite alerté le ministre sur le danger que cela représente. Et on a été reçu le 1er avril par la conseillère sociale et on a été entendu puisque le 2 avril, le ministre envoyait dans toutes les écoles un courrier beaucoup plus rassurant. Et notre travail, nous, syndicalistes, avec les sénateurs, avec les députés, c'est de créer les conditions pour que ces propos soient gravés dans le marbre et qu'on puisse rentrer enfin dans un dialogue social avec de la confiance, avec des possibilités pour sortir l'école de l'impasse et des difficultés réelles, parce qu'au SNE, on ne veut pas un statu quo, on veut avancer. Mais il faut qu'on se fasse confiance. Et là, il y a eu, je pense, une erreur de méthode. Laurent Lafont, c'est le baptême du feu aussi pour Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Et là, c'est quand même un premier recul. Finalement, on a entendu qu'il avait commencé, il était campé sur sa position, et là, il commence un petit peu à écouter. Oui, je crois qu'il a compris d'abord qu'il y avait quand même une réaction très forte et très généralisée contre ce fameux article et qu'il fallait faire preuve d'écoute et trouver une solution. Donc effectivement, quand on a auditionné il y a quelques jours le ministre, on a senti qu'il était prêt à bouger sur cet article. L'histoire n'est pas finie. Effectivement, nous l'avons supprimé en commission. Il y aura le vote dans quelques jours ici au Sénat, et puis après, sans doute, une commission mixte paritaire. Je pense qu'il va falloir trouver un accord pour faire en sorte que la sagesse sénatoriale soit bien ce qu'il s'imposera à la fin dans le texte. Donc on va rester dans une attitude, et je crois que c'est nécessaire, par rapport au ministre, dans une attitude de dialogue. On a bien entendu l'autre jour qu'il tendait la main au Sénat. Nous avons, à travers notre décision d'avant-hier, apporté un élément de réponse. Nous allons continuer de travailler pour trouver une solution qui satisfasse le plus grand nombre. Antoine Karam, est-ce que Jean-Michel Blanquer, il s'est rendu compte que ça ne serait pas si facile que ça de réformer l'école, comme finalement beaucoup de ministres d'éducation nationale se sont un peu je me plais à dire confrontés à ce problème? Moi, j'ai enseigné pendant 40 ans de ma vie. À chaque fois qu'il y a eu une tentative de réforme de l'éducation nationale, je pense à la loi de Vaquet jusqu'à Najat Belkacem, Vallaud-Belkacem, eh bien, il y a toujours eu la rue qui a repris le dessus parce qu'il y a des incompréhensions. Et je suis d'accord avec mon ami ici présent, s'il n'y a pas de concertation à la base, on va dans le mur. Il faut de toute façon aller vers ceux qui vivent avec l'école, qu'ils soient parents, qu'ils soient syndicalistes, qu'ils soient enseignants, pour mieux comprendre un peu la réalité de l'école. Mais en fait, s'agissant de ce que vous avez dit, est-ce qu'il a reculé? Moi je connais bien Jean-Michel Blanquer, il était recteur de l'Académie de la Guyane. Il n'est ni dans l'idéologie fermée, bloquée, ni dans le sectarisme. Mais dès le départ, il a annoncé qu'il était prêt à jouer le jeu. Alors soyons patients, la semaine prochaine, nous allons trouver le juste milieu. Abdelkrim Mesbahi,
il y a une première disposition qui permet de contenir ce rapprochement entre école primaire et collège, mais ça pourrait toujours être le cas dans des milieux ruraux où finalement il y a un risque de fermeture de classes, d'écoles. Est-ce que finalement, pour empêcher ces fermetures, il ne faut pas regrouper pour conserver le minimum dans certains territoires ? Écoutez, moi je voudrais qu'on sorte de la logique comptable. Je vais parler d'un département que je connais bien, qui n'est pas dans un milieu rural, qui sont les Hauts-de-Seine. Et on nous annonce des dizaines de fermetures de classes à la rentrée 2019. Ça ne rentre pas dans le cadre de la loi Blanquer, mais c'est tous les ans comme ça. Sous prétexte qu'on divise un nombre de personnel par un nombre d'élèves et on se rapproche le plus. Sauf qu'on arrive à avoir des classes à 30, 31, 32 élèves en maternelle. Ça va être le cas encore à la rentrée 2019. C'est pour ça que ce qui nous embête dans cette loi, c'est qu'elle est montée de toutes pièces. D'ailleurs, à l'origine, M. Blanquer avait dit « je ne ferai pas de loi Blanquer ». Et du coup, il en a construit une à la va-vite et elle est arrivée avec son lot de manifestations. Vous savez, nous, on est une association avec de multiples conseils locaux. On a interrogé nos parents au plus près de leurs préoccupations, en région parisienne, mais aussi en province. Et on est sorti à la journée des présidents qu'on a eue au mois de janvier avec de multiples courriers vers les sénateurs pour les interpeller sur tel article. On a écrit à tous les sénateurs, on savait que ça repassait en commission. On se bat avec nos petites armes de bénévoles, mais pour que chaque enfant puisse avoir le droit d'avoir la meilleure éducation possible là où il est, avec ses spécificités. Il nous manque énormément de personnel pour les enfants avec un handicap. Ça aussi, c'est une grosse question. Donc si vous voulez une loi un peu fourre-tout, excusez-moi du terme, ça pose des grosses questions. On va évoquer les autres sujets de ce texte, mais une dernière question à Pierre Favre, justement, sur cette possibilité, dans le milieu rural, de regrouper les établissements, écoles primaires et collèges, là où finalement il y a un risque de fermeture, il y a des classes uniques dans certaines villes, dans certains villages. Est-ce que là, il ne faut pas les regrouper dans un ensemble un peu plus grand? Alors ce que vous dites, c'est typiquement la mauvaise entrée. Si il y a des accords de circonstances pour des intérêts particuliers, on sort complètement de l'idée, et je crois qu'on peut faire crédit au ministre d'avoir proposé une idée qui fasse partie d'un projet. Et nous, au SNE, on s'est bagarré pour que dans le texte final, il y ait les enseignants, le conseil d'école qui soit partie prenante. Parce qu'il y a ici ou là, évidemment, des situations au cours desquelles des collègues parfaitement informés, parfaitement associés, pourront trouver un intérêt. Mais certainement pas un intérêt provisoire ici ou là d'une fermeture, d'une ouverture, mais simplement l'idée d'un projet. Je voudrais juste attirer votre attention paradoxalement sur le produit de cette crise sur les établissements publics savoirs fondamentaux. Paradoxalement, cette crise a révélé l'attachement à la figure du directeur d'école. C'est quelque chose qu'au SNE, on défend depuis des années. On souhaite qu'on trouve les conditions pour que ce métier soit reconnu et qu'un certain nombre de prérogatives puissent être confiées aux directeurs qui font le travail sur le terrain avec des moyens de bout de chandelle. Et cet attachement viscéral au directeur qui vient de l'Association des maires ruraux, qui vient de l'Association des maires de France, qui vient des fédérations de parents, qui vient des syndicats, nous donne un très bon espoir d'aboutir à quelque chose. Et je fais confiance à la sagesse des sénateurs pour construire avec un ministre qui est pragmatique. Nous, au SNE, on est un syndicat apolitique, on regarde concrètement les choses. Pour l'instant, on a un ministre qui a accepté de revenir sur les 4 jours et demi imposés. C'était une bonne chose, qui a installé dans le marbre les fondamentaux, ce qui est une bonne chose. On veut croire qu'on continuera à avancer avec ce ministre. Pierre Favre, on a entendu votre message sur finalement l'attachement aux directeurs d'école. Il y a un autre attachement, c'est ce aux maires. Et les maires, ils ont des inquiétudes sur ce texte également, Laurent Lafont, avec la scolarisation obligatoire à partir de 3 ans. Finalement, est-ce qu'on peut actuellement accueillir tous les enfants à partir de 3 ans ? Oui, on les accueille déjà très largement, puisqu'il y a plus de 98% des enfants de 3 ans Donc qui sont... Mais il y avait besoin de cette obligation à 3 ans ? C'est la question. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de le mettre dans la loi ou de travailler plus spécifiquement sur les territoires où nous sommes loin des 98%? Je pense en particulier, mais Antoine Karam en parlera bien sûr mieux que moi, à la Guyane et à Mayotte. Sur le reste du territoire national, on est très proche des 100%. Fallait-il le mettre dans la loi ? C'est une question qu'on peut se poser. D'un autre côté, puisqu'on y était, ce n'était pas non plus une difficulté. Par contre, la difficulté que ça crée au niveau des communes, c'est une distorsion
sur la question du financement de ces écoles, puisque un certain nombre de communes finançaient déjà les écoles privées, les écoles maternelles privées sous contrat, et d'autres ne le faisaient pas encore. Et la loi, dans sa version, en tout cas celle issue de l'Assemblée nationale, a prévu de compenser financièrement celles qui ne le faisaient pas, au détriment, bien entendu, de celles qui le faisaient déjà. Il y a une distorsion qui nous paraît déséquilibrée et pas très saine entre les communes. Pour vous, l'État doit financer les communes pour qu'elles financent elles-mêmes ? Absolument. Il faut qu'il y ait de l'équité entre l'ensemble des communes. Que ça soit on parle bien pour les écoles privées. Oui. Privées sous contrat, bien entendu. Antoine Karam, on a commencé à évoquer la scolarisation à partir de 3 ans. La Guyane est un des départements français où il y a le moins de scolarisation, entre 3 et 6 ans. Justement, est-ce qu'il y avait besoin, pour votre territoire, de l'inscrire dans la loi ? Il fallait non seulement l'inscrire dans la loi, mais j'ai fait passer un amendement qui a été adopté à l'unanimité pour que l'État puisse financer à 100% ces constructions scolaires pour les enfants de 3 ans, puisqu'il y a encore, si en France hexagonale, c'est 98% d'enfants scolarisés, à Mayotte et en Guyane, c'est moins de 80%. Donc il y a des enfants qui restent sur le bord de la route et qui souvent ne trouvent même pas de place, alors que l'école est obligatoire jusqu'à maintenant, à partir des préparatoires. Donc, on a fait passer un amendement, l'État va financer, et surtout sur les normes. Parce qu'il faut savoir que si le projet de loi passe à l'Assemblée nationale en seconde lecture, dès la rentrée de 2019, il faudra appliquer la loi. Sauf qu'en Guyane et à Mayotte, nous serons dans l'impossibilité de construire en quelques mois des écoles pour accueillir des enfants. Il faut des locaux et il faut du personnel également. Il faut des locaux, il faut du personnel et il faut changer aussi les normes, notamment en matière de construction, sur les appels d'offres et tout, réduire les temps. Il y a des projets qui existent déjà, il n'y a qu'à les dupliquer et nous serons en mesure de répondre à la population parce qu'il y aura de très forts besoins dans les semaines qui viennent. Mais vous croyez une mise en œuvre possible dès la rentrée de septembre ? Non, nous on a demandé une dérogation, alors ça sera vu en séance, pour que ça soit adapté à partir de 2020 chez nous et à Mayotte. Abdelkrim Mesbahi, est-ce qu'il y a une crainte sur ces financements ? Finalement, on entend qu'il y aurait peut-être moins d'enseignants, mais qu'il faudrait finalement gérer plus d'élèves. Non, mais on marche un peu sur la tête sur ce type de financement des écoles privées. Je veux dire, aujourd'hui, on va encore remettre sur les communes un certain nombre de choses. On voit bien sur la réforme des 4 jours et demi dont vous avez parlé tout à l'heure, c'était aussi lâcher vers les communes cette réforme des 4 jours et demi, comme ça, le 28 juin, un décret qui tombe et laisser les communes, ceux qui ont de l'argent... Vous parlez de la réforme des rythmes scolaires. La réforme des rythmes scolaires. Ceux qui avaient de l'argent, qui avaient une politique éducative réelle, ça a très bien marché. Pour les autres, ça a été une vraie calamité, une vraie catastrophe. Et ça va être exactement la même chose. Pourquoi on irait financer les écoles privées sous contrat, alors qu'on a encore des besoins énormes en termes d'adultes dans les établissements scolaires, quel que soit le niveau, que ce soit dans les établissements publics. Publics, oui. On a déjà on a besoin d'adultes dans les écoles. Il y a eu beaucoup de violences en décembre dernier dans le second degré. Si on avait eu des médiateurs en nombre suffisant, si on avait eu des endroits où les jeunes pouvaient se réunir pour parler, etc., on n'aurait pas eu... Il y a une démultiplication aujourd'hui de conseils de discipline. Pourquoi ? Parce qu'on a des jeunes qui sont très mal encadrés et tout ne doit pas venir de l'éducation nationale, je suis bien d'accord. Mais il y a un manque de moyens humains qu'il faut que l'État comble. Pierre Favre, sur cette question des financements, qu'on puisse financer plus largement les écoles privées sous contrat, finalement, ça va forcément peser sur le reste ? Non, mais je crois que le débat n'est pas là. C'est une question de droit élémentaire. À partir du moment où l'obligation est inscrite dans la loi, les conséquences sont prévues depuis toujours. Il n'y a pas de décision du ministre en l'espèce. C'est simplement le respect de la loi. Non, ce qui est très paradoxal, c'est que cette réforme aurait dû passer comme une lettre à la poste. Je crois que tous les syndicats étaient favorables à une scolarisation obligatoire à 3 ans, qui était d'autant plus facile qu'on y était. Ce qui est en revanche difficile, me semble-t-il, c'est de penser que l'obligation va entraîner que ces 26 000 élèves du jour au lendemain vont venir à l'école. Je ne le crois pas du tout. Nous croyons que sur les 26 000 élèves, il y a 26 000 cas différents. Il y a des choix de famille sur des jardins d'enfants parce qu'ils veulent préserver du collectif pendant la première année. Ça peut s'entendre avec un contrôle de l'État. On peut entendre aussi certaines cultures où une maman
semble déchoir en abandonnant son enfant de 3 ans à la collectivité et ne pourrait pas se regarder en face. Je pense qu'il serait sage de faire, je dirais, un certain assouplissement au moins la première année pour amener les familles à rencontrer, à apprivoiser, à se faire confiance et à donner l'envie d'école. Je pars d'un principe assez simple philosophiquement, c'est tout ce qui est contraint perd de la valeur. Quand on oblige à quelque chose, c'est qu'on part du principe qu'elle n'est pas désirable. Je crois que l'école maternelle est très désirable, surtout en France. C'est une réussite française. La rendre obligatoire, je pense qu'elle peut quelque part enlever cet attrait qu'elle a naturellement. Et je pense que ces 26 000 enfants, malgré toute la volonté et toutes les injonctions, on n'ira pas envoyer des gendarmes amener les enfants à l'école. Donc il y a un travail de lien, il y a une volonté qui est partagée d'amener tous les enfants de 3 ans à être scolarisés, mais ça doit se faire tranquillement, dans le respect de l'enfant, dans le respect des cultures familiales, pour que l'école soit toujours cette institution, ce creuset qui fait envie et dans lequel tout le monde veut se retrouver. Laurent Lafont, vous partagez ce besoin d'aménager, finalement de ne pas imposer à la va-vite, septembre prochain, allez, tout le monde, 100% des enfants à 3 ans doivent être scolarisés? Je partage l'idée de travailler plus spécifiquement sur les 26 000 cas. Effectivement, on en a déjà identifié un certain nombre. Vous parliez des jardins d'enfants. Effectivement, ils sont dans les 26 000. Il y a à peu près 10 000 enfants, je crois, qui sont concernés. Bon, là aussi, lors de la commission d'avant-hier, nous avons passé un amendement pour sécuriser ces jardins d'enfants qui, normalement, devaient disparaître dans le texte d'origine. Donc là, on les a sécurisés pour permettre aux familles qui font le choix des jardins d'enfants de continuer de mettre leur enfant. Bien entendu, il faut qu'il y ait un contrôle pédagogique qui soit effectué, puisque ils rentrent dans un cadre scolaire désormais, mais sous ces réserves-là, il faut leur permettre. Le reste, on est sur des zones du territoire où il y a des problématiques spécifiques. La Guyane, Mayotte, peut-être certaines zones. Chez nous, ça n'existe pas, les jardins d'enfants. Non, je ne parle pas des jardins d'enfants, mais de manière plus générale, les enfants qui ne sont pas encore scolarisés. Oui, et là, effectivement, il faut un travail, j'allais dire, du sur-mesure pour bien identifier les problèmes, trouver des solutions comme l'allègement des normes en Guyane, par exemple, qui a été voté également par la Commission. Ça me paraît aller dans le bon sens. Pierre Favre, on a entendu que vous étiez plutôt satisfait de la décision du Sénat sur le fait de préserver la séparation entre école primaire et collège. En revanche, il y a une autre décision du Sénat qui doit un peu moins vous satisfaire, c'est le fait qu'il y ait l'autorité des directeurs d'école sur les autres enseignants. On sait que dans le corps enseignant, c'est une mesure qui risque d'avoir du mal à passer. Alors, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le sénateur Gros-Perrin qui a proposé que le directeur ait un statut hiérarchique et puisse noter ses collègues. Alors, je vous le dis très tranquillement, aucun directeur ne réclame de noter ses collègues. Et ce serait les mettre dans une situation extrêmement délicate. Ce que réclament les directeurs, c'est d'avoir une autorité fonctionnelle qui leur permette de recadrer, de gérer. On imagine au SNE une chose toute simple sur le décret de 89, d'inscrire que, par exemple, aucun conflit né à l'école ne sera traité par l'inspecteur sans que le directeur en ait été informé. Histoire que le directeur ait un certain nombre de prérogatives et je dirais une personnalité morale ou juridique suffisante pour pouvoir assumer un certain nombre de régulations, mais je crois qu'il est dans l'esprit d'aucun directeur de noter ses collègues et ça les mettrait dans une situation très délicate. Et pour être tout à fait complet, je ne crois pas que le système du secondaire avec un principal qui note ses collègues soit un exemple. D'ailleurs, on aurait cette prérogative que ça ne changerait rien. Tout ça, c'est de l'humain, il faut se donner le temps. Il faut qu'on ait par contre au niveau de la direction une reconnaissance et un cadre sécurisant pour les collègues qui sont sur ces missions. Laurent Lafont, sur cette question des directeurs d'école supérieurs hiérarchiques des autres enseignants? C'est un sujet, la question du directeur d'école. Vous disiez tout à l'heure dans votre propos que peut-être un des avantages des discussions ces dernières semaines avait été de reconnaître davantage encore qu'il ne l'était le rôle du directeur d'école. Je crois que là-dessus, il y a une unanimité. J'ai été élu local, maire pendant un certain nombre d'années. Je sais le rôle que tient un directeur ou une directrice d'école pour le bon fonctionnement de l'établissement et puis aussi le lien avec les parents, avec les élus locaux, etc. Donc notre idée est d'essayer de renforcer ce rôle du directeur, de le sécuriser d'une certaine manière. Après, on sent bien effectivement, sur ce sujet qui est un vieux sujet, c'est pas une question nouvelle, c'est une question assez ancienne, il y a effectivement une difficulté d'avancer. Je pense que c'est par le dialogue, par la recherche de solutions qu'on y arrivera. Nous avons posé un jalon. Encore une fois, le processus législatif n'est pas terminé, il va y avoir des étapes. Donc on verra comment cet amendement de la Commission évolue dans le temps et notamment en commission mixte paritaire.
Abdelkrim Esbahi, sur ce sujet, très rapidement, les directeurs supérieurs hiérarchiques, ça va poser un problème? Écoutez, on a toujours pris l'habitude de ne pas nous immiscer dans cette... Pour vous, les parents d'élèves, finalement, peu importe, c'est plus les enseignants que ça risque de fâcher. Il faudrait qu'il y ait un statut qui accompagne. On a entendu, on finira là-dessus, un véritable statut pour les directeurs d'école. Merci à vous d'avoir participé à ce débat, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, vous retrouvez Delphine Girard pour l'émission On va plus loin. Excellente suite des programmes sur Public Sénat.